Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal pour un petit Facebook Live en ce dimanche 20 juillet 2025. Alors, nous sommes de retour, j'espère que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me dire si le son est bon et l'image est adéquate, bien sûr. Alors, notre dernière rencontre s'est écourtée. Le dernier Facebook Live a une durée de 17 minutes et quelques secondes à cause d'un problème de son. J'espère que tout sera bien ce soir. J'espère que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et sachez que les deux personnes qui ont gagné un livre, c'est-à-dire Laila et bien sûr Anton, ont été contactés. Ils recevront leurs livres respectifs très bientôt. Voilà, donc dimanche, 19 h, heure de prédilection pour un petit Facebook Live spontané. Le sujet a quelque peu mûri et le voici à l'écran. Alors, je vais parler du discernement ce soir. Hein, quel est le titre de notre rencontre? J'ai la misère à le voir ici, attendez. Discerner sa raison de vivre. Donc, on va parler de discernement en première partie et de raison de vivre en deuxième partie, mais avant toute chose, je salue tous ceux et celles qui sont présentes en direct. Dites-moi petit bonjour, dites-moi, signifiez-moi votre présence en me disant si le son et l'image sont adéquates et sont adéquats. Et voilà, je vais commencer avec les points d'information de notre prochaine rencontre. Et il y aura un petit envoi courriel de Jean. Il me l'a dit tantôt à Vox Populi. Et je vais y aller tout de suite avec notre rencontre dans quasiment, oui, c'est dans 2 semaines. Hein, c'est le webinaire. Bon, on me dit que tout est OK, merci. Le webinaire gratuit. Hein? Est-ce que je l'ai mis dans le clavardage? Voilà notre webinaire gratuit. Voilà, qui s'intitule, oui, Bonheur. Chercher le bonheur, c'est s'en éloigner. 2 août. Alors, 10 heures, heure de Montréal, en présence, 16 heures, heure de France. Aussi, vous allez pouvoir le recevoir en différé. Si vous ne pouvez pas être là, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et cela prépare notre mois d'août, car nous aurons aussi, bien sûr, une rencontre en présence au Centre SOA le 15 août, qui portera sur un questionnement sur le sens de l'existence que nous allons entamer ce soir. Alors à Montréal, stationnement facile d'accès sur la rue Rachel, entre le métro Mont-Royal et Sherbrooke. Ce que tout le monde recherche en secret, une réflexion sur le sens de l'existence. Ça, c'est le 15 août, juste avant mon début de préparation de session qui sera le 18 août et mon début de session qui sera le 25 août. Je viens de confirmer quelque chose aussi. Une autre rencontre au YMCA Park. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices du YMCA Park, les abonnés des mardis du Y, Café Rendez-vous du Y, notre rencontre qui portera sur la liberté, simplement, seulement pour les abonnés du YMCA Park, du Café Rendez-vous du mardi. C'est une primeur, c'est le 11 novembre à 10 heures du matin. On va être à peu près une vingtaine. Alors, remerciements à Annick et à, bien sûr, Vanda de m'avoir, bien sûr, laissé une petite plage horaire dans leur calendrier d'activité pour les aînés le 11 novembre. Mais à part de cela, on poursuit nos activités. Voilà, je vais juste aller chercher ça. Nos activités se poursuivront en septembre au Centre des musiciens du monde, une super belle salle sur le plateau. Hein. C'est à la jonction du Maryland, à la jonction du Maryland, du plateau, ainsi que d'Outremont. Une réflexion sur l'amour. Donc cette fois-ci, on tentera de distinguer amour propre, d'amour de soi à l'amour du soi. Cette grande quête propre notamment aux gens qui ont lu Nietzsche et Carl Jung. Donc je mets ça ici, ça c'est un peu plus tard en septembre. Donc nos activités se poursuivent, bien sûr jusqu'au mois de décembre. On y va une étape à la fois. Salutations à tous et à toutes. Dites-moi un petit bonjour dans le clavardage. Je rappelle qu'Anton a gagné le livre Présence. Il manquait le livre Présence à sa, comment dire, à sa collection.
Et on a aussi Laila qui a voulu lire l'appel de l'être. Je recevrai mes copies de la violence de l'éveil ainsi que d'incident Shiva à la fin juillet. Remerciements au Caius du livre pour ses impressions qui sont bien réalisées. On commence avec notre sujet. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, je vais vous saluer en retour. On va commencer avec la question du discernement. Très cher aux stoïciens. Hein, pour les stoïciens, le discernement, mais qu'est-ce à dire? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un individu qui pratique le discernement? Qu'est-ce que discerner? Je vous lance cette question-là. Qu'est-ce que discerner? Quelqu'un qui discerne, c'est quelqu'un qui... Ça commence, bien sûr, c'est le début même du livre d'Épictète, hein, le manuel, de se rappeler que les stoïciens pratiquent le grand discernement. C'est-à-dire savoir discerner des choses, les éléments qui dépendent de nous et les éléments qui ne dépendent pas de nous. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ça, c'est un contenu, le contenu du grand discernement. Chez les stoïciens, c'est savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Mais on va se demander, qu'est-ce que discerner? Hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on discerne? Hein, dans discerner, il y a 10 et il y a cerner. Alors, par définition, le discernement. On va juste aller voir une petite définition, mais je vais faire des liens avec la philosophie. Donc, d'abord, c'est une faculté de l'esprit qui distingue les choses. On pourrait prendre un triangle et un carré. Hein? Discerner la nature du triangle et du carré. Vous êtes capable de visualiser cela. Je prends souvent cet exercice avec mes jeunes. Lorsque je parle, je traite chez Descartes. Lorsque je traite de deux opérations de l'esprit. Hein? Chez Descartes, lorsque je parle de l'intuition et de la déduction. Tout cela est lié à la notion d'évidence. Mais l'esprit qui tente de discerner deux formes géométriques distinctes et différentes, hein? L'esprit qui s'applique à discerner ces deux figures va tenter de relever les caractéristiques de l'une et de l'autre. Je fais aussi l'exercice avec mes étudiants, le discernement au sujet d'un autre exemple, entre l'amitié et l'amour romantique, par exemple. On peut tenter de trouver les caractéristiques de l'amitié sincère, profonde, et l'opposer à l'amour romantique, par exemple, un certain type d'amour. On peut même se demander, bon, qu'est-ce qui caractérise les deux? Y a-t-il des rapprochements que nous pouvons faire entre ces deux types de relations, qu'elles font partie de la catégorie qui unit ces deux types de comportements, d'expériences humaines, c'est la relation humaine. Donc, amour et amitié sont des types de relations. Lorsqu'on parle de carré et de triangle, on parle de forme géométrique. Mais c'est quoi le grand discernement? Qu'est-ce que discerner? On me dit savoir faire la part des choses, analyser, réfléchir pour bien saisir la nature, l'essence d'un objet, etc. Mais oui, chez les stoïciens, ça fait partie c'est une qualité morale fort importante.
Ça peut être à la fois une qualité, une opération de l'esprit qui est liée à l'épistémologie, mais aussi euh, une manière de faire une évaluation morale en lien avec un art de vivre. Donc, chez les stoïciens, là, je devrais aller chercher le manuel d'Épictète, mais est-ce que je vais être capable, là, spontanément? Regardez, j'ai 3 bibliothèques. Je vais juste me tasser ici, là. Regardez ça. 3 bibliothèques. J'ai rendu quand même la quantité de mes livres. J'en ai moins ici que j'en ai lu, mais si je ne sais pas si je suis capable d'aller chercher Épictète dans les E, là, juste derrière. Est-ce que vous me laissez 10 secondes? J'espère pouvoir le compter jusqu'à 10 et je vais tenter de trouver Épictète dans les E. Allez-y. Ouf, je suis fort chanceux et je remercie ma mémoire de m'avoir accompagné. Allons-y avec le manuel. Vous savez que le manuel, en grec, c'est enchiridion, qui signifie poignard et ce qu'on peut avoir à la portée de la main. C'est à double tranchant, c'est à double fonction. Voilà. Manuel, chapitre 1, paragraphe 1. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, d'une part, le jugement, l'impulsion, le désir et l'aversion. L'aversion, le fait de repousser quelque chose, de rejeter quelque chose. Et en un mot, toutes nos activités propres. Donc, les activités propres, bon, Épictète dirait les activités propres de la psyché ou peut-être de l'esprit, ne dépendent pas de nous. D'autre part, le corps, avons-nous choisi notre corps? Le fonctionnement de notre corps, la manière, ce que peut notre corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, hein? Les charges de l'État, les magistratures, et en un mot, tout ce qui n'est pas de notre activité propre. Les magistratures, c'est les tâches qui nous sont imposées par nos fonctions, notre rôle social, politique, ou lié à notre emploi, en situation. Je reviens. Donc, c'est ça le grand discernement. Je me fâche contre la température parce qu'elle vient gâcher mes vacances. Je perds mon temps à évaluer, à juger, à maudire la température parce qu'elle ne dépend pas de moi. On me prête toutes sortes d'intentions. On veut nuire à ma réputation, mais on ne me nuit pas à moi profondément. Parce que ce que je suis, c'est je suis un esprit, bien sûr, qui tente d'exercer le mieux qu'il peut selon les capacités de sa nature. Donc, la réputation, ce qu'on pense de moi, cela dépend d'autrui. Cela ne dépend pas de moi. Puis il y en a qui attendent, bien sûr, s'offusquent de ce que les autres pensent d'eux-mêmes, ou attendent que le multiple, la foule, les nomme ou les honore en tant que grand philosophe. Il y en a qui attendent encore ça, là. Schopenhauer a attendu ça très longtemps, André Moreau aussi. Hein? Il veut être célébré, Schopenhauer comme Moreau voulait être célébré en tant que génie. Et quand ils sont venus cogner à la porte de Schopenhauer un peu trop tard, il a sorti son fusil et il leur a déclaré « Vous êtes 20 ans en retard, je ne veux plus vous voir. »
très colérique, ce Schopenhauer. J'en profite pour vous saluer, les amis. On parle de discernement ce soir et il y aura une deuxième partie. Oui, la raison de vivre. Donc, le discernement. On parle de discernement au début. Salutations Cathy, Caroline, merci d'être là. Sonia, merci. Olga de retour. Patricia, Emma, Caroline aussi que j'ai nommée. Sonia et Marie-Pierre qui nous dit qu'elle est de... Marie-Pierre est dans l'Ouest canadien depuis un bout, là. Elle est à Calgary ce soir, on la salue, on est 8 en ce moment, en présence. Donc le discernement. Sans, sans le discernement, les amis, on ne peut pas grand-chose. Imaginez. Si on est incapable de faire la différence entre l'amitié sincère, l'amour romantique, autant qu'à ça, le polyamour, on va rajouter, l'amour platonique, etc., et se poser aussi la question qu'est-ce qu'on veut profondément dans la vie, au niveau relationnel, ou à quoi sommes-nous appelés, de quoi sommes-nous capables. Se peut que la vie soit compliquée et difficile. Donc, le grand discernement, ou le discernement, c'est en fin de compte, j'en parlais dans notre autre rencontre, c'est savoir oser penser par soi-même, savoir exercer son goût et son jugement pour discerner ce qui est à la fois bon pour nous, en accord avec notre nature profonde, mais aussi bon pour la ruche. C'est une citation propre aux stoïciens. On salue Isabelle, qui va sûrement connaître ce passage de Marc Aurèle. Marc Aurèle le construit toujours d'une manière négative, en commençant par, bien sûr, l'ensemble, le tout, et en ramenant ça à la partie. Je vais vous trouver la citation. Marc Aurèle, ruche, abeille. Citation. OK. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Pour aujourd'hui, ça serait tout à fait... Ce serait une grande réflexion à mener. Mais je vais plutôt affirmer ce passage de Marc Aurèle. Là, bon, je crois que c'est chapitre 6, ligne 47 ou aphorisme 47, en inversant la citation. On doit à la fois, bon, si on y va d'un point de vue d'un discernement stoïcien, là, je suis toujours un petit peu dans la perspective du discernement, se demander ce que nous pouvons faire pour nous, mais aussi pour la ruche, pour la communauté. J'ai pas envie d'épiloguer sur la proposition de Marc Aurèle et Chris de nous dire que c'est communiste. Oui, c'est vrai, hein? Ça sonne communiste. C'est pour ça que je vais corriger ou réinterpréter ou réaffirmer même la pensée de Marc Aurèle. Là, pourquoi je parle de Marc Aurèle? Parce que c'est un stoïcien, puis ce soir, on parle de discernement. Et je vais aller d'une petite affirmation. Ce que nous faisons dans la vie, est-ce que nous faisons ce qui est bon pour nous? C'est-à-dire pour notre nature profonde, en accord avec notre nature profonde? Et avons-nous réfléchi avant d'agir, bien sûr? Avons-nous exercé notre discernement? Mais on peut aussi se demander ce que nous faisons, est-ce bon aussi pour, à la fois pour nous, l'abeille et la ruche, les deux. J'y vais plutôt avec une question. Marc Aurèle ici va d'une affirmation qui est la suivante. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Moi, je me pose la question, lorsque vous faites quelque chose qui est bon pour votre nature profonde, en ayant réfléchi, est-ce que cela est aussi bon pour la ruche? Je vais en question, au lieu d'y aller par une affirmation qui est formulée de manière négative. Ce soir, on parle de discernement. Comme dit Sartre, nous n'avons pas le choix. Non, Sartre ne dit pas ça. Comme dit Sartre, c'est que nous sommes condamnés
à l'exercice à la fois de notre jugement et de notre liberté à travers toutes sortes de situations qui surgissent. Nous sommes poussés à exercer notre jugement, à réfléchir et à tenter de discerner ce qui est bon d'être accompli dans une certaine situation. Et Mariette nous dit, la ruche, c'est le bien commun. Intéressant comme analogie. On salue Mariette. Donc, ce soir, je vais affirmer la thèse suivante, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans l'exercice de notre discernement. Il est important d'exercer notre discernement à tous les niveaux. Et nous sommes amenés plusieurs fois notre vie durant, plusieurs fois par jour, par année, à réfléchir pour évaluer si ce que nous nous apprêtons à faire, ce que nous apprêtons à décider, a une valeur profonde pour nous. Est-ce que nous allons agir de manière juste pour accomplir ce qui est bien? Mais nous n'aurons pas le choix, par cet exercice même, à redéfinir nos valeurs ou à même à clarifier nos valeurs profondes. Hein? Ce que nous valorisons comme type, par exemple, de vertu ou de qualité morale. Je suis allé voir un film hier de Kurosawa. Bon, c'est pas le grand cinématographe Kurosawa, ça en est un autre. Et on avait affaire à un receleur, un acheteur d'objets qui revendait sans se demander si les objets étaient de bonne qualité, c'était pas des objets contrefaits. Il n'y avait aucune éthique dans sa pratique. Il était appelé par l'appât du gain, l'enrichissement personnel, et on dirait qu'il était incapable de réfléchir à ce qu'il faisait. Il ne se posait pas de questions parce que l'objectif, c'était le rendement et le profit. En quelque sorte, le rendement et le profit, c'est quand même un objectif. Mais nous, quel est notre objectif lorsque nous sommes face à certaines situations? Que ce soit au niveau d'une situation liée à notre emploi, en amour, en amitié, par rapport à nos choix de vie, etc., nous n'avons pas le choix d'exercer ce discernement. Donc, ce soir, on se demande, c'est quoi? Qu'est-ce que le discernement, par définition? On peut revenir à qu'est-ce que ça veut dire? Discerner, c'est voir clair. C'est comprendre la situation, les tenants et les aboutissants d'une situation. Évaluer les conséquences, mais aussi saisir les enjeux d'une mise en situation, ou au niveau moral, se demander ce que nous apprêtons à faire est bien, touche le bien ou le mauvais, à la fois pour nous et pour autrui, pour la situation. Donc, le discernement chez Épictète, bon, dans le fameux manuel, touche l'éthique et l'art de vivre. Même les scientifiques, souvent, sont poussés à se poser la question suivante, à savoir si le développement d'une telle découverte va amener des conséquences problématiques pour l'humanité, pour autrui, etc. Puis il y a aussi les questions d'ordre qui touchent les conflits d'intérêts, le pouvoir, etc. On ne s'en sort pas. Donc on ne s'en sort pas. À chaque jour de notre vie, nous sommes placés devant certaines situations où il faut exercer le discernement. Et pour bien exercer le discernement,
Ben, si on se fait à Spinoza, il faut d'abord comprendre le contexte, comprendre la situation, comprendre les enjeux. De quoi parle-t-on? C'est se poser les grandes questions philosophiques, le quoi, le pourquoi et les implications. C'est ça, exercer le discernement avant d'agir, avant de prendre une décision importante. On évalue, on se remet en question. Il faut se poser la question, est-ce est-ce que cette décision que je vais prendre, elle est bonne pour moi et pour la ruche? Hein? Est-elle bonne pour moi ou pour la ruche? Dans un cadre stoïcien. Merci à tous et à toutes d'être là. On est une dizaine. Je vais aborder mon deuxième point. Parce que le titre de ce soir, on va pousser un peu plus loin. Discerner notre raison de vivre. En anglais, on emploie les expressions suivantes. On emploie le big why. Hein? Le big why. Et oui, comme dit Chris, pour Spinoza, la raison, le discernement est lié à la raison. Hein, on fait un petit aparté ici, mais oui, savoir distinguer les idées adéquates des idées inadéquates. Comprendre, c'est comprendre les idées adéquates. Et si on est pris dans les idées inadéquates, c'est qu'on est dans une âme qui fluctue, une âme qui est perdue. Ce n'est que par l'action et le désir de compréhension de notre nature ou de la nature qu'on exerce la réelle compréhension, bien sûr, qui est liée à la raison. Je reviens à mon point. Oui, c'est ça, big why. En anglais, on prend les termes big why. On peut parler de grand but, grande motivation. J'avais trouvé un synonyme également qu'on utilise en anglais. Meaningful goal. Hein? En français, on va y aller avec la notion de... Vous êtes-vous déjà questionné sur votre raison de vivre? Au-delà de la survie, avez-vous ciblé une raison de vivre? J'ai vu passer cet après-midi un homme qui s'est fait attaquer par un ours. Et il a décidé de se battre en pensant à sa fille. Parce qu'il voulait être là pour sa fille. Sa grande motivation, c'était d'être présent et de demeurer vivant pour sa fille. Ça peut être de cet ordre, mais les grandes raisons de vivre, hein, ou votre raison de vivre, elle peut peut-être dépasser quelquefois le fait de, comment dire, le fait de simplement s'adapter, se reproduire, ça peut aller au-delà de ça même, et simplement subsister à travers l'accomplissement des désirs profonds, pas des désirs profonds, mais des besoins fondamentaux. Donc, je vous pose une deuxième question. Avez-vous ciblé une raison de vivre? En anglais, hein, motivation fondamentale, ce qui nous anime. Certains sont motivés par l'éveil de la conscience. D'autres par le fait de... Je vous invite à m'écrire votre grande... Quelle est votre raison de vivre au-delà? Purpose, yeah. Meaningful purpose. Au-delà de la subsistance et de la reproduction.
Quelle est votre grande raison de vivre? Caroline nous dit qu'elle se pose la question. Est-ce que certains sont portés par de grandes raisons de vivre? On peut penser à certains acteurs de l'histoire, qu'on pense à Jésus, Socrate, Bouddha, Lao Tzu. Hein? Ça nous aiderait peut-être à nous lever le matin si nous avions une grande, une profonde raison de vivre. Caroline dit qu'elle est empêchée par différentes raisons, mais ça n'empêche pas à la cultiver dans l'esprit. Avez-vous trouvé pour certains, c'est l'éducation. Tenter d'éduquer les enfants. Au fait de trouver eux-mêmes leur chemin, ça peut être ça. Ça peut être au niveau de l'éducation comme ça peut être au niveau de l'éveil de la conscience. Ou d'autres, comment dire, hein, ça peut être lié à un grand projet, mais qui dépasse simplement vos désirs multiples, personnels. À quoi pensez-vous? Ça peut être la quête de la vérité. Quelle est votre grande raison de vivre? Dans notre conférence du mois de septembre, on va parler du sens de l'existence, le sens de la vie. Ça touche quand même un peu cette question-là. Quelle est la vôtre? Je me rappelle, lorsque je faisais mes études à la maîtrise, j'avais rencontré une étudiante en philo, qui est un peu plus jeune que moi, puis qui m'avait dit, et ça m'avait parlé parce que ça avait résonné avec mon premier livre, Présence. Elle avait dit, avec toi, Mathieu, tu nous pousses à être présents. On ne peut pas ne pas être là si on est en ta compagnie. Et je pourrais rajouter à cela que, hormis la présence, une des raisons de vivre, c'est d'y aller de prise de conscience au sujet des questions existentielles ou fondamentales. Hein? Et Nietzsche, justement, était motivé par le fait de répondre à ces grandes questions, les grandes questions qui le travaillaient. Nietzsche se targuait de dire qu'il ne répondait qu'aux questions qui le touchaient profondément. Donc, c'était sa quête, en quelque sorte. Ça, c'était c'était lié à sa raison de vivre, aussi le fait peut-être aussi de développer la grande santé, lui qui avait des problèmes de santé, de maladies, certaines maladies, des troubles liés aux maux de tête, etc. Donc, développer la grande santé. Souvent, les philosophes vont développer des philosophies pour les aider à mieux vivre et à répondre à certaines problématiques éthiques profondes. On pense à ici, à Sponville, qui propose une philosophie du désespoir, axée sur le bonheur en acte. Lui qui a bien sûr connu une mère assez dépressive, qui ne vivait que d'espoir, mais qui a fini par s'enlever la vie. Alors les philosophes souvent répondent, à travers leur philosophie, ça répond à un genre d'antidote aux difficultés qu'ils vivent. Ça peut être une manière de lire certains philosophes au niveau éthique, je dis bien. Alors merci d'être là. Comme dit Chris, concernant Nietzsche, la grande maladie a appelé chez Nietzsche a appelé la grande santé.
Voilà, en écho. C'est drôle hein, quand on pense à Onfray, qui est un grand lecteur. C'est un gars de labeur, très discipliné, laborieux, productif, qui a besoin de s'offrir une philosophie basée sur une philosophie libertaire, de gauche, hédoniste. On peut penser à ça. Et Chris nous dit que c'est un antidote, voilà, à nos problèmes profonds. Intéressant. Wow, une dizaine ce soir, c'est génial. Je suis de retour parce que jeudi dernier, on a eu un petit problème. Et sachez que nos journées de prédilection durant l'été, c'est toujours le dimanche à 19 h et aussi le mercredi au jeudi quand il va pleuvoir. C'est sûr que je privilégie les rencontres en présence. Il y en aura une le 15 août au Centre Sora à 19 h et une le 26 septembre au Centre des musiciens du monde. Aussi, un vendredi, et j'ai congé le vendredi, c'est merveilleux, à 19 h. Mais d'ici là, pour ceux et celles qui sont encore là, on peut s'inscrire à notre activité gratuite de Zoom en direct ou en différé. C'est le 2 août, donc ça sera à 10 h en présent, via la plateforme Zoom. 16 h si vous êtes en France. Vous allez pouvoir participer et même recevoir la vidéo. Vous vous inscrivez, vous ne pouvez pas être là, vous allez recevoir la vidéo par la suite. Il y aura une réflexion sur le bonheur. Quelle est-elle? C'est un paradoxe. Chercher le bonheur, n'est-ce pas s'en éloigner? On va réfléchir là-dessus le 2 août prochain, mais j'ai bien hâte de vous voir en présence très bientôt. Sinon, on se revoit cette semaine dans une journée de pluie. Soyez attentifs sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Sachez que les vidéos seront transférées sur YouTube parce que le 3 septembre, Facebook fait le grand ménage sur les vidéos ici. Vous allez pouvoir retrouver toutes nos anciennes rencontres sur YouTube. Et le 2 août, ça va être notre 25e webinaire qu'on fera gratuit avec Jean de Vox Populi qu'on salue. Passez une belle soirée tout le monde. Merci de votre présence. À bientôt. On se revoit cette semaine lors d'une journée de pluie à 19 h, soit le mercredi ou jeudi. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.